Je voudrais commencer par présenter quelques réflexions sur la manière dont la recherche qui vous a été présentée peut s'organiser avant qu'on ait une discussion plus générale. Quelques réflexions pour dire d'abord que cette journée de la recherche montre à quel point le Louvre est un lieu légitime de la recherche et qu'il prolonge ici un rôle qui est déjà ancien puisqu'on a eu quelques échappées sur l'histoire longue dans le XXe siècle des collaborations entre des formes antérieures de laboratoire et le musée. Que cet historique donc nous ramène peut-être à la deuxième moitié du XIXe siècle, en tout cas au courant du XXe siècle, mais qu'à coup sûr, une dynamique nouvelle s'est enclenchée depuis au moins une dizaine d'années et a fait du Louvre un musée ouvert, un musée qui a pris le parti d'assumer un rôle moteur dans la recherche concernant le domaine des sciences du patrimoine, avec un sens de l'innovation qui me semble tout à fait essentiel et qui a accompagné un déplacement que les recherches qu'on a vues ici présentées emblématisent. Un déplacement, je dirais, dans le domaine de la méthodologie, parce que ce que nous avons vu cet après-midi, c'est de nouvelles formes de collaboration, alors qui sont des collaborations entre les disciplines. On a parlé beaucoup ici de collaboration, disons, entre les sciences historiques au sens très large, c'est-à-dire pas simplement l'histoire, même pas simplement l'histoire de l'art, mais toutes les disciplines qui regardent la question de l'historicité comme leur objet, et les sciences expérimentales ou les sciences naturelles, à commencer par la physique et la chimie, mais qui inclut aussi au-delà de ça, des formes de modélisation informatique ou mathématique. Collaboration disciplinaire, collaboration institutionnelle aussi, puisque celles et ceux qui connaissent moins bien le sujet l'auront compris en vous écoutant cet après-midi. Il y a de la recherche dans le cadre du ministère de la Culture, dans les musées, dans un établissement comme le Louvre, mais aussi dans les laboratoires, qui sont des laboratoires soutenus par le ministère de la Culture. Et ce type de collaboration est un premier type de collaboration très important. Et puis plus largement, collaboration avec les établissements qui, eux, dépendent du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. On a vu passer le CNRS, les universités et les institutions qui sont des lieux de rencontre. Et on peut citer la Fondation des sciences du patrimoine qui, précisément, sert à faire se rencontrer les musées, les laboratoires, le CNRS et les universités. Et puis enfin, collaboration entre les métiers, et le fait de finir en évoquant le travail des restaurateurs me paraît quelque chose de très important, puisque, vous l'avez compris, pour mener à bien de telles recherches, il faut les compétences de gens qui sont conservateurs, qui sont restaurateurs, qui sont enseignants, chercheurs, parfois purement chercheurs, ingénieurs, et que c'est la collection de ces compétences qui permet de produire ce type de résultats. Alors ça a été matérialisé ici par des duos, mais vous avez vu que derrière les deux personnes qui présentaient les résultats, il y avait en fait sur ces diapos un ensemble de gens, et je crois que cet aspect-là est très important parce qu'il est parfois effacé, en particulier dans le domaine de l'histoire de l'art, de l'histoire et des humanités, au profit de quelques figures prépondérantes qui portent des résultats, mais qui ne doivent pas effacer toute cette recherche collective et toute cette fécondation croisée, si vous voulez, qui aboutit à de nouvelles connaissances, à de nouveaux procédés. Et j'insiste aussi sur ce point parce que les gens qui viennent de l'ingénierie ou des sciences de la nature trouvent aussi leur intérêt à ce type de recherche. C'est-à-dire qu'une des choses qui s'est passée depuis une dizaine d'années, c'est le fait que le rapport entre les musées et les laboratoires, entre les conservateurs et les ingénieurs, n'est plus simplement un rapport de type instrumental qui consiste à produire des résultats, je dirais, positifs, identifier telle ou telle technique, tel ou tel point précisé, mais est un rapport de collaboration qui est plus profond et qui aboutit à des nouveautés d'un côté comme de l'autre du point de vue disciplinaire, et puis surtout à de nouvelles connaissances communes, parce qu'on s'imagine parfois quand on vient du côté des sciences humaines que les sciences physico-chimiques apportent des résultats bruts. Mais en réalité, c'est une erreur, c'est-à-dire que les données produites par l'ensemble de l'appareillage qu'on a vu sont aussi à interpréter que les données qui sont celles réunies par une analyse formelle, une analyse stylistique ou une analyse textuelle. Et je dirais que c'est dans cette rencontre-là que se passe quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire des formes de collaboration qui ne sont pas verticales, il n'y a pas quelqu'un qui donne un ordre et puis quelqu'un qui l'exécute, mais qui sont plutôt horizontales, c'est-à-dire qui mettent ensemble des chercheurs qui ont envie de travailler, de produire de nouveaux types de savoirs autour des objets qui du coup ne sont plus figés dans un moment.
C'est pas l'objet dans une sorte de pureté d'une production idéale. C'est l'objet dans sa genèse, l'objet dans sa transmission et jusqu'au musée. Et le musée lui-même, ici, justement, n'apparaît pas comme l'institution qui figerait, mais au contraire qui résumerait l'ensemble de ce processus de production. D'où la centralité de notions comme, par exemple, celle de l'atelier, dont il a été question plusieurs fois, c'est-à-dire d'un collectif qui a conduit à la production du type d'objet auquel nous sommes désormais confrontés. Et finalement, le collectif que nous représentons lorsque nous travaillons à 2, 3 ou 8 ou 10 autour d'un objet n'est que le miroir, n'est que le pendant de ces collectifs qui ont donné naissance à ce type d'objet. Nous ne faisons que reconstruire finalement la dimension collective et processuelle de l'art et plus généralement des savoirs artisanaux, puisque un certain nombre des objets qui nous ont été présentés ici relèvent tout à la fois de l'art et de l'artisanat. Donc on espère ainsi que vous comprenez un peu mieux, et nous avec vous, pourquoi étudier et pourquoi analyser les matériaux. La matière, Isabelle l'avait placé au début de son exposé tout à l'heure, la matière est de ce point de vue une archive. Elle enregistre des gestes au moment de la création des artefacts, des objets, mais la matière continue à enregistrer en réalité tout ce qui arrive à l'objet au cours de sa transmission et jusqu'il parvienne jusqu'à nous. Et même très souvent, on peut dire que la matière est la meilleure archive disponible sur l'histoire de l'objet. C'est-à-dire qu'il y a un nombre très important d'objets qui ne sont pas documentés autrement que par leur état actuel. Or, c'est là justement que se déroule un enjeu essentiel de la recherche que nous essayons de mener tous ensemble. Et cette recherche, je voudrais simplement, pour conclure et être le plus bref possible, pour qu'on puisse parler un peu tous ensemble, elle se matérialise au moins dans les exposés qui ont été présentés tout à l'heure par 4 problèmes, je crois, sur lesquels on peut revenir, justement dans cette perspective. Le premier, c'est la question des sources. J'ai dit que très souvent, l'objet était pour lui-même sa meilleure archive. Alors c'est vrai, mais c'est vrai aussi qu'on a d'autres archives possibles, alors des archives textuelles, comme c'est souvent le cas, des archives qui consistent à produire des séries, à produire des types. Et du coup, l'une des premières questions que je pourrais vous poser aux uns et aux autres, c'est dans quelle mesure vous avez réfléchi à cette question de la confrontation des sources et de la confrontation des objets, c'est-à-dire de sortir de l'objet dans son isolement, une fois encore, mais de le mettre dans des séries chronologiques, dans le temps long, de le mettre dans des séries de comparaison à la même époque, de réfléchir à des textes équivalents et de produire, grâce à cette confrontation des sources, une meilleure connaissance des œuvres. Deuxième aspect qu'on a bien vu aussi dans les exposés, la confrontation des échelles. On a parfois l'impression qu'on opposerait l'historien d'art ou le conservateur, ou l'expert, qui travaille avec son œil, à l'ingénieur, au physicien, au chimiste, qui travaille avec des instruments. On peut effectivement imaginer ça sous le mode de la confrontation. On peut aussi, et c'était l'objet d'une discussion lors d'une réunion la semaine dernière, envisager plutôt les choses sur le mode du continuum, c'est-à-dire du fait qu'il existe une échelle. L'objet, il existe d'abord dans une échelle extrêmement vaste, qui est celui de la mise en série de tous les objets, par exemple dans une collection, et c'était ça aussi le lien avec la rencontre de ce matin. Et puis après la collection, on a l'objet qu'on voit à l'œil nu, on peut s'approcher jusqu'à un certain point, on peut utiliser un microscope pour le grossir, et puis on peut descendre jusqu'à l'échelle nano aujourd'hui. Et finalement, on voit que d'une échelle à l'autre, on observe des choses différentes, et que ces observations, elles participent toutes à la construction d'une connaissance de l'objet. Troisième aspect, troisième type de confrontation, la confrontation des méthodes. J'en ai dit un mot à l'instant. Où se situe le travail d'interprétation? Et finalement, qui fait l'interprétation quand on est 2, 3, 5, 10 à travailler sur le même objet? C'est une question qui est une question posée justement, là encore, par le fait qu'il ne faut pas opposer nos types d'approches. Alors on le dit facilement ici,
Au quotidien, ça n'est pas si facile. Ça demande des efforts de traduction. Les chercheurs, les chercheuses qui sont aux prises doivent s'habituer au langage et aux techniques de l'autre, mais progressivement collaborent pour participer à un même projet de connaissance. Et là aussi, j'aimerais vous interroger sur votre expérience concernant cette approche. Et puis enfin, le dernier point qui résume un peu tous les autres, c'est la place nouvelle donnée à ce qu'on pourrait appeler une perspective processuelle, c'est-à-dire remplacer le figement de l'objet à un moment donné, alors que ce moment soit le premier moment de sa genèse ou le moment final de sa saisie par le musée, par justement une réflexion beaucoup plus large qui irait finalement depuis les carrières ou l'extraction des pigments ou la forge d'un certain nombre de cas des matériaux, en passant par l'histoire économique des voies de communication, l'histoire des techniques, jusqu'au moment de la naissance à proprement parler de l'objet dans ses caractéristiques stylistiques et esthétiques, jusqu'à la transmission par les collections et à la muséographie contemporaine. Et on voit bien que ces questions-là, d'atelier, de transmission, de collection, c'est-à-dire tout ce qu'il y a entre nous et l'objet, toutes ces phases prennent une épaisseur nouvelle, parce qu'en fait aujourd'hui on s'aperçoit que c'est là que se situe le principal travail interprétatif, et que l'idée d'une rencontre immédiate entre l'objet et celui qui la regarde est effectivement une idée héritée du romantisme du 19e, mais une idée dont on voit qu'elle a tout à gagner à se dissiper derrière le travail collectif et patient que nous menons et que vous avez mené ici dans cette table ronde. Donc, autour de ces différentes interrogations, je pense qu'on peut éventuellement prolonger les échanges, et je vous invite tout de suite. Alors, je ne sais pas qui souhaiterait intervenir en premier, mais vous avez là quelques questions qui vous sont posées. Merci beaucoup Étienne. Moi je pense que sur la question que tu posais au tout début, hein, cet enjeu à la fois de l'objet lui-même comme source et des sources écrites ou documentaires, je trouve ça moi vraiment absolument passionnant. Parce que finalement c'est ce qui va donner sens à l'objet. Et c'est ce qui fait d'ailleurs toujours que quand on me pose la question, mais à l'habitude, vous reconnaissez des choses immédiatement, je dis ah non, peut-être que je les reconnais immédiatement, mais je me fais en tout cas jamais confiance immédiatement. C'est-à-dire que tant que j'ai pas replacé l'objet dans son contexte, et qui est un contexte évidemment historique, documentaire, finalement, je me méfie de moi-même. C'est-à-dire que, ou du moins, je remets en question de ce que pourrait me dire mon sens visuel. Ça, je crois que c'est vraiment important. Du coup, de replacer et de réfléchir à ce qui entoure l'objet. Et si je reviens à ce dont on vous a parlé avec Bruno, ça n'avait de sens que par rapport à l'œuvre de Eugène Delacroix juste avant 1834 et juste après. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous disent ces essais de fresques en 1834, alors qu'il vient de rentrer du Maroc et qu'il vient de recevoir sa première commande de peinture monumentale au sein d'un grand édifice qui est l'Assemblée nationale. C'est par rapport à ça aussi qu'on peut se fixer, et où on se rend compte qu'il y a là, par rapport à cette œuvre-là, une certaine maladresse de Delacroix, mais en même temps réelle, puisqu'il ne maîtrise pas bien la technique, mais en revanche, quelque chose qui unit l'ensemble de sa carrière jusqu'en 1834 et après, mais en tous les cas on considère jusqu'à 1834 puisqu'on regarde l'objet lui-même, qui est le fait qu'il essaye toujours d'avoir la technique la mieux adaptée à ce qu'il espère, et que donc chez lui la technique, le matériau d'une certaine manière n'est pas vide de sens d'intention, mais au contraire essaye de coller au plus près de son intention. C'est la raison pour laquelle Delacroix s'est ici essayé à la fresque, mais la raison pour laquelle, on le sait, il s'est aussi essayé, si je parle de façon successive, à l'eau forte, à la lithographie, à l'aquarelle, au pastel, donc il a à la peinture à l'encaustique bien sûr, donc il a essayé, non pas pour la technique pour elle-même, parce qu'il n'est pas un technicien dans cette perspective-là, mais qu'il essaye de voir quelle est la technique qui va le mieux, à l'instant précis, exprimer ce qu'il désire. Et donc, on a besoin pour cela de se fonder sur ce qu'il a pu soit dire, soit écrire, soit d'autres œuvres sur lesquelles il a travaillé, qui vont aussi du coup constituer un matériau historique, si je peux dire ainsi, et qui permettent de rendre sens à l'objet. Parce que sinon, sans tout cela, on pourrait se dire,
bon, bah voilà, Eugène Delacroix, il a essayé la fresque, il a un peu raté quand même, parce que le restaurateur n'était pas très doué, mais Delacroix a un peu raté, même si c'est, malgré tout, moi je trouve une œuvre tout à fait intéressante, mais c'est pas forcément son œuvre la mieux aboutie, et on pourrait en rester là, et on se dirait, ça vaut pas le coup d'aller plus loin. Mais parce que il y a tout ce que je dis à l'instant, ça vaut évidemment éminemment le coup d'aller plus loin, si je peux me permettre de parler ainsi. Merci beaucoup, Dominique. Oui, je voulais juste, dans ce que vient de dire Vincent Rondeau, le directeur du département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre. Nul n'avait de doute sur le sujet. Je voulais, dans le droit fil de ce qui vient d'être dit, peut-être introduire aussi un point d'observation au moment où nous avons une journée comme celle-là sur ce phénomène que nos différentes disciplines doivent absorber, c'est les progrès exponentiels qui sont faits par les techniques d'investigation. Et ces progrès nous poussent évidemment à les mettre en œuvre rapidement et dans une espèce non pas de compétition, mais en tout cas de mise en branle de techniques qu'on va appliquer aux différents champs disciplinaires qu'on pratique. Je vois par exemple pour l'archéologie, il y a des tas de techniques de modélisation de l'objet fouillé lui-même qu'on l'on restitue désormais sans plus passer par le plan ou le dessin. Ça, c'est des choses qui sont tout à fait irruptives dans nos disciplines en quelque sorte. Et je prends aussi l'exemple des analyses très partagées aujourd'hui par les différents musées sur les collections de momies, par exemple, avec les scanners, tout ce que permettent les techniques hospitalières pour l'analyse des momies. Et du coup, on se retrouve à devoir prendre en compte immédiatement les progrès faits par ces disciplines. Mais absolument, et du coup ça fournit une bonne transition pour interroger nos deux collègues sur les questions égyptiennes précisément, puisque un des aspects qui nous a semblé très très signifiant dans votre présentation, c'est la mise en regard autour de la notion d'atelier, des critères stylistiques qui sont, je dirais, les critères les plus classiques de l'analyse de l'histoire de l'art depuis au moins 200 ans, et d'autres critères qui sont pas forcément de l'histoire de l'art égyptien, mais de l'histoire de l'art, et d'autres critères qui cherchent à saisir l'atelier à partir d'analyses qui sont des analyses physico-chimiques. Et je serais assez curieux de savoir comment est-ce que vous menez cette confrontation sur laquelle vous avez conclu toutes les deux, mais on sentait que la question était encore ouverte, c'est-à-dire, au fond, pour vous, qu'est-ce qui va caractériser un atelier à la fin de votre recherche? Est-ce que vous pensez que ce sera plutôt une typologie stylistique? Est-ce que vous pensez que ce sera plutôt des données physico-chimiques sur les matériaux? Ou est-ce que ce sera quelque chose entre les deux? Je pense qu'au-delà de... C'est même pas une question entre les deux, ça va être vraiment la corrélation des deux domaines. Des données à la fois matérielles et des données stylistiques et la corrélation des différences ou des similitudes qu'on aura constatées tout en croisant les données chronologiques, géographiques et toutes les attestations qu'on aura autour des lignées familiales et de tout ce travail nous permettra in fine de pouvoir déterminer, on l'espère, des ateliers de fabrication, mais ça sera vraiment le croisement de toutes ces données plutôt que d'un domaine par rapport à l'autre. Je pense que c'est vraiment ça l'aboutissement de ce projet et de cette collaboration qu'il y a entre nos deux domaines. Et justement, c'est parce qu'on part du constat que chacune de ces approches permet d'obtenir un certain nombre d'informations, mais reste insuffisant, qu'on aboutit à la conclusion que c'est seulement par la corrélation de ces approches-là qu'on arrivera à faire parler les choses. Alors de là à pouvoir vous répondre à l'heure actuelle sur ce qui sortira de cette recherche et par quel biais on arrivera à définir les ateliers, la recherche est justement en cours pour aboutir à des réponses. Et pour l'instant, certains traits se dessinent, mais pas de là à pouvoir répondre de manière définitive et tranchée. Je voudrais enchaîner sur cette question
comment dire, de la méthode qu'on met en place dans la plupart de ces études sur la matérialité de l'œuvre d'art, et pas seulement sur les matériaux, mais l'étude des matériaux dans leur contexte et l'étude de l'œuvre elle-même à travers ces matériaux, c'est le fait que le processus d'étude n'est pas un processus linéaire et est fait de constants allers-retours. C'est-à-dire que vous êtes dans le cas des cercueils à fond jaune, vous êtes parti effectivement de regroupements qui tenaient de l'observation, de regroupements d'ordre stylistique. Ensuite, vous êtes rentré dans les matériaux, dans les techniques utilisées, et peut-être que cette étude que vous avez faite va aboutir à des remises en cause de rapprochements que vous avez pu faire au départ grâce à la seule observation et à des rapprochements typologiques et stylistiques. Donc c'est cet aller-retour permanent qui me paraît intéressant, et il faut avoir cette souplesse et cette capacité à faire évoluer la connaissance et la compréhension par une remise en cause un peu permanente des premières conclusions qu'on a mises en place. Mais il faut partir d'un postulat. Donc vous êtes parti d'un postulat, et ensuite ce postulat, peut-être qu'à la fin, il sera remis en cause par le travail que vous avez fait. Et de même, toujours dans l'idée de ces allers-retours, tout à l'heure, Étienne Hanheim parlait de questions d'échelle, et il disait qu'on partait effectivement de l'échelle macroscopique pour aller à l'échelle microscopique. En réalité, c'est pas tout à fait comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut avoir cette espèce d'approche en cône où on commence par l'observation d'ensemble de l'œuvre, et vous l'avez très bien montré pour les sarcophages à fond jaune, qu'ensuite on va de plus en plus fin dans l'observation des détails, des matériaux, des couches, des pigments, et puis grâce au microscope électronique à balayage, on peut aller jusqu'au cœur de la matière. Mais après, il faut ressortir de cette petite échelle, il faut repasser à l'échelle macroscopique pour arriver à recontextualiser ce qu'on a vu. Donc il y a un effet de focalisation, défocalisation permanent dans le travail qu'on fait. Et c'est très intéressant de l'avoir bien à l'esprit, je pense. Oui. D'ailleurs, c'est un peu le même genre de travail qu'on a vu à l'œuvre sur la question des albâtres, puisqu'on est allé du plus général au plus particulier, mais on est remonté au plus général. Oui, et je rajouterais à cela qu'il y a une autre échelle d'observation qui transparaît à travers plusieurs de nos programmes, qui est l'échelle du corpus, en fait. Et que ça, c'est une échelle supplémentaire qui est très importante. C'est-à-dire que si on ne travaille pas pour certaines thématiques, sur un corpus donné et bien sélectionné, plus ou moins large, avec plus ou moins de variabilité, la recherche finalement n'a pas de sens et elle n'aboutit à rien. Et je rebondirais sur cette question du corpus en disant qu'il faut avoir un corpus représentatif, autant que faire se peut. Si l'on travaille sur un très petit nombre d'œuvres, on n'obtient bien évidemment pas le même type de résultat que si on travaille sur un bon ensemble. Et c'est une notion très importante pour, j'allais dire, se lancer dans des études de ce type. Et pour revenir un petit peu également sur ce que vous disiez tout à l'heure, Étienne, sur l'interprétation et la question de l'interprétation entre plusieurs disciplines qui doivent toujours essayer d'abord de se traduire pour parler finalement un même langage, elle est permanente. L'interprétation est permanente et des deux côtés, on va dire, pour simplifier, des sciences dures et des sciences humaines, cette interprétation, c'est le travail même qui est sur le métier, qui est à l'œuvre. Et c'est ça que nous recommençons presque chaque jour pour revenir sur, pas simplement l'étude des matériaux, mais aussi ce qu'ils nous donnent, donc des systèmes de production, des découvertes peut-être d'ateliers, etc. Tous les thèmes employés ici. Mais je crois que cette question d'interprétation est très importante à souligner parce que du côté des sciences humaines, on vit souvent à la fois dans un complexe d'infériorité par rapport aux gens qui font des sciences sérieuses et d'un autre côté, dans l'idée que ces sciences nous fourniraient des résultats immédiatement interprétable et qu'au fond ce serait un travail purement documentaire, c'est-à-dire on ne saurait pas de quand date une œuvre, ben voilà, on irait voir un collègue au C2RMF et il nous donnerait la réponse à peu près directement. Or, non mais c'est une conception que personne ne partage évidemment ici, mais qu'on peut rappeler comme idéal type de ce qui serait un malentendu sur la nature de la collaboration. Alors que justement, il faut penser que dans une vraie démarche scientifique, ce qui fait le caractère scientifique, c'est précisément le fait qu'il y a un travail d'interprétation et de compréhension d'un côté comme de l'autre et qu'au fond c'est la mise en commun de ces deux processus qui finit par produire des résultats et on l'a vu à plusieurs reprises dans les exposés de l'après-midi, c'est-à-dire c'est exactement ce que vous venez de dire toutes les deux, on ne sait pas encore ce que va produire la combinaison des données stylistiques
et des données physico-chimiques sur l'atelier, de même qu'on ne savait pas ce qu'allait donner la combinaison pour l'albâtre. Enfin, peut-être que vous pouvez là aussi rappeler qu'au début, vous étiez parti sur une hypothèse tout à fait différente de celle qui a donné les résultats que vous avez exposés. Oui, peut-être sur la question de l'interprétation, c'est vrai que la grande chose, c'est quand même le fait d'être à l'écoute de l'autre. Tu posais la question, Étienne, de à quel moment on a l'impression de se comprendre. Ben moi, je pense que je comprends à peu près Lise quand je sais ce que c'est que le strontium. C'est-à-dire, je suis pas capable de vous l'expliquer, évidemment, mais j'ai l'impression d'être un peu plus à l'écoute quand enfin j'ai repris mes cours de chimie élémentaire il y a très longtemps et que voilà, je suis capable à peu près d'entendre ce qu'elle m'explique. Et évidemment, elle est capable, elle l'est beaucoup plus que moi, ça c'est sûr, de comprendre ce que moi je dis du point de vue de l'histoire de l'art. Donc ça, c'est pour répondre à la question du langage. Tout simplement quand le langage est assez clair et c'est vraiment la preuve qu'on se comprend. Je voulais revenir aussi à la question de l'échelle, enfin reprendre la question que tu posais de l'échelle et également, ça répond à ta quatrième question, à ton point sur l'histoire de l'objet. Il me semble qu'il y a une dimension, on vient de parler de la macro-dimension du corpus qui est très importante évidemment pour nous, pour beaucoup d'entre nous. Mais je voudrais aussi insister sur une autre échelle très importante qu'on risque d'oublier, c'est celle du fragment. Parce que beaucoup de nos œuvres sont pas des œuvres, sont des fragments, sont des œuvres mutilées par le temps, par le vandalisme, voire par le collectionnisme, pour reprendre la discussion de ce matin. C'est-à-dire que le collectionnisme lui-même, la passion des collectionneurs a fait que les œuvres ont été dispersées, divisées. Et du coup, c'est une échelle très importante pour nous, parce que dans notre étude, mais je pense beaucoup d'entre nous en ont parlé, c'est une échelle extrêmement essentielle, aussi parce que ça rejoint les questions de faux, d'authenticité, de paires, enfin, comme l'a évoqué Frédéric, par exemple, qui sont vraies, mais aussi un peu fausses, etc. Bon. Et de même, dans l'histoire de l'objet, je crois qu'on oublie souvent que l'objet, quand il est dans un musée, sans vouloir en faire le cimetière que disaient certains, l'objet est quand même isolé parfois de son contexte. Et là, dans notre démarche à nous, nous repartons vraiment en arrière, sans oublier ce contexte parfois monumental, parfois de collectionnisme, dans lequel il a été plongé, et sur lequel les matériaux nous apportent là aussi énormément de choses, parce qu'il y a une discrimination qui se fait là, dans l'histoire, comme on l'a repris ce matin dans la généalogie de ces objets. Les matériaux sont un des éléments aussi de connaissance de cette généalogie, qui remonte évidemment à leur création matérielle dans une extraction, mais qui ne s'arrête pas, enfin qui ne file pas, si je puis dire, directement à son état d'objet unique, isolé, parfait, etc. Voilà, c'est juste ce que je voulais préciser. Dominique ? Un point par rapport à ce que vient de dire Pierre-Yves, que je partage évidemment complètement. Et tu évoquais tout à l'heure, Étienne, l'atelier, qui est une thématique de recherche qui nous est chère à tous les deux et à beaucoup d'entre nous ici. Je trouve aussi que l'étude des matériaux est ce qui permet aussi de revenir au-delà de l'image que peuvent être simplement nos objets. Parce qu'on vit dans une société d'images, c'est comme ça, c'est la vie, c'est quelque chose que nous n'avons pas forcément choisi, mais dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et où finalement ces images prennent parfois la place de l'objet en plusieurs dimensions. Or, tous nos objets sont pluridimensionnels, évidemment. Et quand j'allais dire ils sont pluridimensionnels, ils sont tridimensionnels, bien sûr, dans l'espace, mais ils sont aussi pluridimensionnels, j'allais dire, dans le temps. C'est-à-dire, je pense que la dimension temporelle doit aussi être étudiée par rapport à la dimension spatiale. Les deux me semblent effectivement très importants. Et l'étude des matériaux est souvent ce qui permet de revenir sur le geste. Je reviens sur ce qu'on montrait avec Bruno tout à l'heure, mais par exemple, c'est les photographies en lumière rasante qui nous ont permis de voir que Delacroix était sur ses incisions, donc il y avait vraiment un enjeu précis de recherche de la technique de la fresque, même s'il n'y est pas complètement arrivé. Et ça, je pense que c'est très important parce que ça revient à ce que tu disais, Pierre-Yves, et qui pour moi est aussi fondamental, c'est que nous conservons au musée des artefacts qui sont la preuve de la création et de la créativité des artistes. Elles ne sont pas simplement des objets qui seraient des objets arrivés là grâce à différents éléments de collection ou différents modes d'acquisition. Il y a derrière tous les objets de musée
une création, une créativité. Et le matériau, l'étude des matériaux est une manière de revenir sur cette création et cette créativité, de façon même complètement évidente, et on l'a vu avec les différentes interventions. Moi, je trouve ça très passionnant, le projet que vous avez tous les deux sur l'Albâtre, avec cette carrière qui est proche de Grenoble, qui du coup permet de se dire, ben voilà, c'est pas très loin d'un affluent de l'Isère, enfin, donc il y a quelque chose au niveau du transport des matériaux. Et de la même façon, on l'a pas dit avec Bruno, mais on a très envie de savoir avec qui Delacroix a pu travailler près de Fécamp pour pouvoir faire ses peintures murales. Donc il y a quelque chose, je crois, de très intéressant et qui rend à l'œuvre, à l'objet, une dimension temporelle qui est souvent oubliée et particulièrement oubliée aujourd'hui dans notre siècle de l'image, mais qui est ainsi. Je me lamente pas, je dis simplement ce qu'il en est. Moi, je voudrais ajouter quelque chose aussi en reprenant cette histoire de fragments et cette histoire de dimension temporelle. Il a été retrouvé dans les réserves du Louvre des fragments de cercueils qui nous ont permis de retracer l'histoire en fait de l'objet. C'était des fragments qui ont été attribués à des cercueils qui ont été extrêmement dévernis et ces fragments avaient conservé le vernis authentique du cercueil originel. Et ça nous a permis à la fois de redonner une intégrité à l'objet, mais aussi d'avoir des informations sur les méthodes de restauration et les idées qu'on se faisait de lisibilité des œuvres au cours des années. Et c'est vrai que sur nos cercueils qui ont été étudiés, on a différentes interventions à différentes années de restauration, et c'est aussi une documentation sur les méthodes de restauration qui étaient utilisées à différentes périodes et qui me semble aussi très intéressante de par l'étude des matériaux, que ce soit des matériaux de restauration et des matériaux des objets archéologiques. Oui, je voudrais... on a parlé de l'historien et du scientifique. Je voudrais rappeler quand même l'importance d'un troisième acteur qui est le praticien. C'est-à-dire qu'il y a la matière comme matériau et puis il y a la matière en tant qu'elle garde la mémoire du geste. Et ça, c'est aussi un domaine qui n'est pas le domaine de l'historien et qui n'est pas un domaine facile à comprendre. Parce qu'il y a des personnes qui ont fondu, qui ont doré, qui ont ciselé, qui ont monté des meubles et qui ont une connaissance intime de ces processus et qui sont, en tout cas en ce qui me concerne, des partenaires indispensables. Merci beaucoup. Ça me permet, je partage tout à fait ce point de vue, et ça me permet de rebondir aussi sur un autre aspect qui tient non pas tant à l'analyse des matériaux, mais à la compréhension des techniques. Quel est l'apport aussi de la reproduction des techniques, de ce qu'on appelle, j'allais dire, l'archéologie expérimentale, dans la compréhension des processus de mise en œuvre, et je pensais en particulier à ce qui se fait sur les bronzes. Oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on développe beaucoup au C2RMF, parce que vous avez compris qu'effectivement, d'un côté, il y a l'objet, au bout de l'objet, il y a le procédé de fabrication, et puis plus qu'on cherche de remonter. Et effectivement, c'est rarement suffisant pour arriver à contraindre tout le système technique qui a conduit à la fabrication de cet objet. Et donc souvent, on est amené, en tout cas, on propose l'idée d'essayer de partir de l'autre côté, c'est-à-dire on part d'un certain nombre d'hypothèses et on essaie de refaire, et puis après on compare, ça marche pas, etc. Alors il y a beaucoup d'écueils de ce genre d'approche, hein, évidemment, et c'est assez bien théorisé d'ailleurs par les anglo-saxons, justement par les archéologues, c'est pour ça qu'on appelle ça l'archéologie expérimentale, mais c'est bien plus vaste que ça. On n'a pas fait ça pour les arts de l'islam. On s'est juste formé un petit peu à la ciselure et à la gravure et à l'incrustation grâce à Emmanuel Play, qui est diplômé de l'école Boulle, ciselure, et de Micropsis, mais c'était plus une sensibilisation qu'une tentative de reproduire. Mais par contre, on mène ça sur d'autres contextes, sur la stature en bronze antique, la stature des bronzes français, etc., etc. Et donc effectivement, ça paraît comme quelque chose qui est assez fondamental. Et en plus, je trouve qu'un intérêt supplémentaire, c'est qu'effectivement, comme on l'a bien dit, on travaille entre, disons, scientifiques, des sciences dures et puis sciences humaines. Cette expérimentation, c'est souvent un point de rencontre parce que je dirais que ni les uns ni les autres ne sont véritablement des praticiens, des artisans. Donc on découvre un petit peu aussi ensemble et ça permet de générer pas mal de questions nouvelles, etc. Voilà, donc effectivement c'est quelque chose qu'on encourage fortement et qui donne des bons résultats. Qui fait intervenir l'homme de l'art justement. Pardon ? Ça fait intervenir l'homme de l'art largement. Oui, tout à fait.
Moi, j'avais envie de poser une question un peu, comment dire, un peu provocatrice. On a parlé de tout l'apport que nous donnait l'analyse des matériaux. Et alors, quelles sont les limites de cette analyse de matériaux? Quelles sont les questions auxquelles on ne répond pas, on ne peut pas répondre? Par exemple, en matière de datation, d'authenticité, etc. Enfin, il y en a bien d'autres. Quelles sont les limites de l'exercice? Alors, je pense surtout au mobilier, en fait, à la question du mobilier. Et on sait que si on analyse individuellement les matériaux, ma foi, on n'a pas répondu à la question, ce meuble est-il authentique ou non? Et Frédéric l'a bien montré tout à l'heure. Donc, est-ce qu'on pourrait développer un petit peu ce point-là? Donc, les limites, vous voulez dire de la méthodologie ou des résultats obtenus? Les deux? Tout ce que vous voulez. La première limite, c'est ce qui a été effectivement dit par M. Dazas, hein, c'est que quand on arrive sur un objet... Catherine Lavier. Voilà, Catherine Lavier, pardon, spécialiste du bois, on va dire, patrimonial. Et quand on arrive sur un objet, évidemment, il faut que je puisse voir le bois, déjà. Hein. Souvent, un objet en bois est très couvert, surtout dans le domaine du mobilier, de la sculpture, de la peinture. Donc, si je n'ai pas accès au bois en tant que tel, pas seulement au cerne, mais tout ce qui est autour du cerne, c'est-à-dire, on l'a dit aussi, aux traces, puisque ça aussi c'est très important, hein, la trace laissée par l'artisan est extrêmement importante, extrêmement lisible quand on peut la voir. Et ça c'est vraiment un frein technique pour nous, que l'on essaye parfois de détourner. Alors, soit on arrive à le faire, par exemple, lors de la restauration, qui est pour nous un moment essentiel, parce que c'est là qu'effectivement l'objet va être, entre guillemets, ouvert et accessible pour nous, soit par des méthodes un petit peu nouvelles, comme évidemment tout ce qui est radiologie, mais, ou alors tout ce qui est tomographie. Ça, il y a eu beaucoup de progrès. On utilise beaucoup ces systèmes-là, alors toujours en milieu hospitalier en général, mais là aussi il y a des limites, parce qu'on travaille, nous, par exemple, à 10 microns près, et ce que ne font pas les tomographes actuels. Donc ça, ce sont des freins techniques. Ce sont aussi des freins, par exemple, pour l'aspect datation par dendrochronologie. Évidemment, j'ai besoin de cernes. Et il y a des essences qui n'ont pas de cernes. Hein, il y a des bois à croissance continue. Donc là, évidemment, on va se tourner vers d'autres méthodes, comme par exemple le radiocarbone. Donc voilà, on a des freins comme ça, techniques. Puis après, on a aussi des freins interprétatifs, évidemment. Parce que lorsque l'on va dater une planche de bois, qu'elle soit dans un meuble, un panneau peint, on va donner la date du dernier cerne mesuré, qui n'est pas forcément la date d'abattage. Il va falloir, là encore une fois, interpréter. Il y a tout ce processus d'interprétation. Et puis, donc, ce processus pour dire quand est-ce qu'il a été abattu, est-ce qu'il y a eu un temps de séchage, quand est-ce qu'il a été mis en œuvre. Ça aussi, hein, il peut y avoir de quelques mois à plusieurs années. Donc ça aussi, il faut le déterminer. C'est aussi un souci parfois. Mais il y a aussi le problème du remploi de bois anciens. Ça, par exemple, ça se retrouve dans les meubles. On a eu des cas comme ça d'emploi de bois ancien. Et moi, quand j'ai commencé, quand j'étais, on va dire, jeune dendrochronologue, on a eu des cas comme ça où l'antiquaire, par exemple, parce qu'on travaillait pour des antiquaires, nous disait oui, il y a peu de choses accessibles, mais vous pouvez faire ça sur les portes. Les portes, parce qu'évidemment, les portes étaient facilement accessibles, je pouvais avoir les cernes, mais j'avais bien compris qu'à un moment donné, les portes, effectivement, elles étaient anciennes, elles avaient été récupérées d'anciens meubles, et que tout le reste du meuble était complètement faux. Donc on peut avoir ce genre de petites astuces qui se faisaient à l'époque. Donc c'est pour ça que quand on intervient sur un objet aussi complexe que le meuble, que ce soit un meuble, on va dire un meuble tel qu'on les a vus, ou que ce soit par exemple un retable qui aussi possède beaucoup de bois, eh bien on étudie le maximum d'éléments en bois. Justement, c'est ce corpus. Voilà, on peut avoir le corpus d'objets, mais on a aussi nous le corpus de bois à l'intérieur d'un objet qui est extrêmement important. Donc on a toujours des freins, mais on a parfois des astuces quand même pour les contourner. Je ne saurais mieux dire que ce que vient de dire Catherine. La principale limite, souvent, c'est notre petite cervelle, parce qu'il n'y a pas de donnée qui n'ait de sens si elle n'est pas dans le cadre d'une interprétation, ne serait-ce que même la question qu'on pose. Donc l'analyse la plus précise d'un métal, si elle ne rentre pas dans un cadre interprétatif, ne dira rien du tout. Et quant à la question, en effet, des remplois, quand on voit la masse des remplois qui ont probablement été faits dès le XVIIIe siècle de meubles plus anciens, on est dans un jeu de mise en abîme qui peut remonter jusqu'à l'infini. En effet, la date d'un bois dans un meuble ne dit rien s'il n'y a pas tout autour tout un ensemble de réflexions sur le moment à laquelle l'intervention de modification peut
avoir été faites. Je vous ai montré tout à l'heure des interventions faites au XIXe siècle, mais il y a des interventions faites au XVIIIe siècle, et rien n'empêche de réutiliser aussi des bois plus anciens. Enfin, bon, c'est un petit écheveau qu'il faut démêler, et dans lequel la donnée matérielle sur le matériau n'est qu'un élément. Et c'est pas forcément, effectivement, quand on a des modifications sur un objet, que ce soit un meuble ou que ce soit des instruments de musique, c'est aussi du fait, effectivement, d'un changement de mode. On le voit beaucoup dans les instruments de musique, où on raccourcit, où on ragrandit les claviers, les instruments tels que les violons, etc. Le mobilier, c'est pareil, on l'a vu, il y a des modifications parce que la mode est très importante, et ça aussi, il faut pouvoir les repérer. Donc c'est pour ça qu'il faut étudier le maximum d'éléments dans un objet. C'est là effectivement où la biographie de l'objet, le fait que l'objet continue sa vie dans une durée très longue et se transforme, à la fois on le transforme volontairement et involontairement parfois sous l'effet de catastrophes, de phénomènes naturels, est un aspect élémentaire et essentiel qu'on a parfois tendance à oublier. C'est-à-dire que cette vie sociale-là, elle est marquée par cela. Et en le rappelant, tout en rappelant en même temps les limites de l'expérimentation, je pense qu'on fait ici quelque chose de très important. C'est-à-dire que autant on aura réussi en partie, je pense, notre après-midi, si vous avez à l'esprit le type de nouvelles techniques qui peuvent être mises en œuvre pour faire aujourd'hui de l'histoire de l'art, de l'histoire des collections, autant il faut se déprendre immédiatement de la fascination qui pourrait exister pour ces techniques comme si elles étaient le dernier mot de ce qu'on ne saurait pas. C'est vraiment sur cet aller-retour, sur ces échanges disciplinaires, tout ce qui a été dit à l'instant, que je crois qu'il faut focaliser l'attention et retenir, disons, le vrai geste scientifique. Il est dans cet aller-retour, il n'est pas à un endroit, à une date donnée, à un lieu donné ou à un matériau donné. Du coup, D'accord. Du coup, puisque les scientifiques de sciences dures montrent les limites de leur discipline, et ça c'est très bien, je vais faire la même chose pour l'histoire de l'art, ou plutôt pour les sources, parce que tu as posé la question des sources au début, et je voulais y revenir en 2 secondes, juste pour dire que les sources mentent parfois. Enfin, les sources historiques, les sources littéraires, les sources documentaires, c'est pas qu'elles mentent forcément, mais elles disent des choses qui sont difficiles à interpréter, qui sont complexes, qui sont ambiguës. Et puis plus encore, ça me semble très important, parce que c'est un des apports que donnent nos études des matériaux qui sont ici cités. C'est quelque chose qui a déjà été évoqué ce matin. Il y a le problème aussi de la généralisation par l'histoire de l'art. C'est-à-dire que souvent, quand on a pris l'habitude d'avoir un type de production, on en a parlé ce matin pour l'archéologie, on finit par dire ça c'est un type de production faite à tel endroit ou qui provient de tel endroit. Mais en fait, c'est une marque de fabrique, c'est une sorte de produit commercial. Et quand on regarde dans le détail après avec nos analyses, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que le commerce, à l'époque comme aujourd'hui, c'est évidemment, on prétend qu'on fait quelque chose qui est, voilà, je pense à l'albâtre évidemment, mais on prétend que c'est de l'albâtre de Nottingham, puis en fait on vous vend autre chose. Donc voilà, il y a toujours quelque chose de cet ordre-là. Les sources, elles existent, elles sont très importantes, très intéressantes, mais elles sont difficiles à exploiter parce qu'elles disent d'autres choses qu'une simple vérité qu'il suffirait là aussi d'exploiter, qui serait toute simple. Oui, je me permets de prendre la parole par rapport à un exemple qui relève plutôt de la présentation de Frédéric Dassas pour avoir passé quelques années. C'est ça, voilà, ma vie antérieure au C2RMF et pendant laquelle j'ai eu l'occasion de travailler avec Frédéric Dassas sur le mobilier boule, justement pour rebondir sur ce que vous venez de dire par rapport aux freins interprétatifs des résultats qu'on obtient et sur le fait que les sources mentent, ou en tout cas qu'on peut se poser la question de l'inadéquation entre ce que l'on trouve dans les sources anciennes et les résultats que l'on ne s'attendait pas forcément à trouver quand on a lancé les analyses en question. En l'occurrence, concernant la question des cols utilisés pour les marqueteries, pour les plaquages de la marqueterie boule, où l'on s'attendait, en se reposant en fait sur les informations des sources anciennes, à trouver des cols de poissons, de vessies natatoires d'esturgeons, et où en fait nous ne trouvions que des résultats de cols de mammifères sur les quelques exemples d'objets analysés. Et où donc on peut se demander en effet si ce sont les sources qui mentent, si ce sont les objets que nous avons sélectionnés qui pour une raison quelconque ne sont pas représentatifs ou peut-être ont été modifiés. Mais en tout cas dans ces cas-là, on se retrouve finalement avec plus de questions à l'arrivée qu'au départ. En tout cas pas les réponses qu'on attendait. Et c'est vraiment quelque chose, je pense, qui nous arrive à tous dans chacun des projets auxquels on a à faire face forcément à un moment donné de notre cheminement.
Merci beaucoup. Moi, je voudrais, avant de donner la parole à la salle, faire une dernière petite réflexion sur, au fond, pourquoi analyse-t-on les objets du Louvre? Pourquoi le Louvre s'investit-il dans l'étude de ces collections de manière aussi approfondie et en passant par, justement, l'analyse des matériaux? Et en quoi est-ce que ça nous apporte, ça fait avancer la connaissance de manière exponentielle? Eh bien, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, évidemment, le travail qu'on peut faire d'interprétation, et on vient d'en parler à plusieurs reprises, il ne peut être efficace que si on a préalablement, et pendant quelquefois de longues années, accumulé des données. Et ces données sont d'autant plus, on peut d'autant plus s'en servir, elles sont d'autant plus fiables qu'elles sont prises sur des œuvres qui elles-mêmes ont une bonne traçabilité. Donc il est vrai que les collections du Louvre, alors pas toutes, il y a quelquefois des objets qui sont un peu des moutons noirs, il y en a quelques-uns, très peu, mais il y en a quand même quelques-uns. Mais globalement, les œuvres sont parfaitement tracées et peuvent servir d'objet directeur. On en parlait tout à l'heure au déjeuner avec Annabelle. On a besoin de quelques objets directeurs. Au Louvre, on a la possibilité d'avoir des œuvres sur lesquelles on a une telle information sur les sources, une telle traçabilité de la provenance, etc., qu'on peut s'appuyer ensuite pour en étudier d'autres, etc. Et c'est pour ça que quand on a vu tout à l'heure les exemples pris dans des églises, etc., ça montre que, et la corrélation avec des objets du Louvre montre le rôle que peut avoir aussi le musée en tant qu'ensemble de grands départements pour appuyer aussi la connaissance des collections dans d'autres musées et aussi plus largement dans le domaine du patrimoine. Donc on a la chance, nous, de pouvoir établir des partenariats suivis avec le Louvre, et ça nous sert aussi à étayer les travaux qu'on peut faire par ailleurs sur d'autres collections, sur d'autres objets, sur d'autres domaines. Donc voilà, je voulais non pas finir, mais apporter ce témoignage-là sur le travail qu'on peut mener avec ce grand musée. Donc maintenant, je pense qu'il est temps d'arrêter de parler tout seul, entre nous, de se faire plaisir, mais de laisser la parole à la salle. Donc y a-t-il des questions ou des remarques de la part de ceux qui ont résisté à cette longue après-midi? Donc de nouveau Vincent Rondeau, département des Antiquités égyptiennes. Pour m'excuser d'être intervenu trop tôt tout à l'heure, je ne l'ai réalisé qu'après coup. Et aucune importance. Et pour dire que, par exemple, chez nous, pour illustrer ce qui a été dit, qui paraît très important, c'est la mise en résonance de différents systèmes d'investigation, les techniques d'analyse physico-chimique, les techniques historiques, épigraphiques, etc., qui sont toutes convoquées autour d'un sujet, d'une question posée ou d'un objet. Chez nous, on est en égyptologie et auprès du grand public aussi, ça a des résonances particulières. C'est la question des généalogies royales et l'irruption de l'ADN grâce aux momies royales conservées au musée du Caire, qui fait régulièrement l'objet de chroniques, enfin de rapports, d'analyses qui sont présentés comme définitives. Et la difficulté que nous avons à rappeler qu'il est indispensable de mettre en concordance tous les éléments et que l'ADN peut très bien être contrarié ou contredit par une inscription dans une tombe ou quoi qui donnera un élément différent. L'ADN étant dégradé, étant simplement pris sur une momie qui est une hypothèse, etc., etc., on se retrouve à devoir mettre toutes ces différentes données ensemble. Merci. Annie Bouin, je suis géologue. Et je voulais remercier pour cette journée et rappeler un petit peu que c'est grâce aux conservateurs qui ont accepté de donner quelques milligrammes de leurs précieux matériaux que l'on peut faire ces analyses, et que ça c'est assez récent quand même, parce qu'on a su créer justement une confiance entre les scientifiques et les historiens d'art. Et au point de vue des matériaux, je voulais poser la question aussi des sources. Par exemple, pour les métaux, vous avez montré en Iran que les métaux sont plus riches, enfin les métaux cuivreux sont plus riches en plomb et en zinc qu'en étain, et c'est peut-être dû aussi à proximité des gisements, l'étain étant très, très éloigné d'Iran.
Oui, alors après, il y a eu toute une discussion autour de l'approvisionnement et de la perte de l'approvisionnement justement de l'étain dans le monde iranien, qui finalement, quand on regarde, ne repose pas sur grand-chose. Donc cette perte, elle n'a pas dû être aussi importante que ce qui a été beaucoup publié depuis très très longtemps. Mais effectivement, ce sont plutôt des régions qui sont très riches. Disons que les matières premières sont là. Alors ensuite, il y a dans l'étude des mines des choses très complexes à définir. En gros, on ne sait pas grand-chose de ce qu'il se passe avant la période moderne, entre la préhistoire et la période moderne, si vous voulez. Donc c'est une des difficultés, mais ça ne nous empêche pas d'avoir quand même quelques données par la géologie, bien sûr, les études géologiques actuelles, mais aussi par certaines sources textuelles de ce qui était disponible, on va dire, pour ce qui nous concernait à l'époque médiévale. À part ça, pour les techniques, ou plus exactement les systèmes de production, nous avons un problème d'absence de sources. Certaines existent, mais les données sont toujours partielles. Et parfois, ce n'est pas qu'elles sont fausses, c'est plutôt qu'elles ne correspondent pas tout à fait à ce qu'on a dans la réalité, on va dire. Mais ce n'est pas complètement faux. Voilà, donc on passe aussi à ce problème de sources sur les réseaux de production, sur les systèmes de production, que parfois l'étude des objets groupés peut nous aider à déduire, mais pas toujours, en l'absence effectivement de textes très descriptifs de ces systèmes, et y compris des systèmes bien sûr d'extraction et de traitement des matières premières. Oui, monsieur. Je n'ai pas entendu parler de la notion de matériaux invariants temporellement et spatialement, qui à mon avis est une notion importante qui sert d'ancrage pour notamment restaurer certaines œuvres, etc. Donc je ne sais pas si dans votre domaine artistique ou muséal, c'est une notion qui est intéressante ou pas. Est-ce que vous pourriez... Alors, on est tous... on s'interroge sur votre question parce que de fait, c'est une notion que moi, par exemple, j'ai jamais vu utiliser. Est-ce que vous pourriez nous dire dans quel contexte et comment vous définissez un matériau invariant temporellement et spatialement, s'il vous plaît? Parce qu'en fait, la notion en sciences dures, la notion d'invariant est une notion très importante, notamment en mathématiques. C'est une notion qu'on retrouve aussi en physique, avec des constantes qui interviennent. Et là, je me demandais pourquoi, en vous entendant, vous n'avez pas du tout parlé de cette notion qui, à mon avis, est cruciale, parce que ça permet, tout le monde sait que selon les endroits où se trouvent les œuvres, il y a de la pollution, etc. Et je pense qu'il existe des matériaux qui sont moins sensibles que d'autres à ces pollutions au cours du temps. Alors, sans parler de la pollution, je ne suis pas bien sûre d'avoir saisi ce que vous entendez complètement par matériaux invariants. En tout cas, si on doit se placer par rapport à des références qui sont des références qu'on va considérer comme des choses invariantes, par rapport aux albâtres, par exemple, et au dosage isotopique, on fait systématiquement ces dosages isotopiques. On les met en rapport avec justement des étalons qui sont des références invariantes. Voilà. Donc ça peut être un des exemples. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Oui, pardon. J'aurais juste tendance à dire que en fait, tout notre travail repose sur cette question de l'invariant. En réalité, on cherche plutôt la variance, puisque on cherche à attribuer, à tracer chronologiquement et géographiquement notre matière. Donc, malheureusement, il y a trop d'invariants, je dirais, et le bronze en est un, puisqu'il apparaît, apparaît au deuxième millénaire, pour parler de la France, et il est encore utilisé aujourd'hui, parfois dans les mêmes typologies, dans les mêmes applications. Donc, on a des invariants qui sont plutôt gênants. Après, on ne l'évoque pas en tant que tel, mais oui, elle est sous-jacente à toute notre recherche, il me semble, cette question de la variance et de l'invariance de l'évolution, et de quels sont les facteurs qui font ou pas évoluer la matière. Mais vous avez tout à fait raison, parce que du coup, effectivement, ça fait apparaître peut-être ce qui est
pour nous évident et qu'on n'a pas suffisamment dit, comme le disait Lise à l'instant, la question serait plutôt celle des référents et des référentialités, telles qu'on l'exprimerait, je dirais. C'est-à-dire l'idée de constituer des grilles typologiques qui pourraient nous permettre, par rapport à un matériau idéal, de mesurer des écarts. Et du coup, ça fait apparaître à quel point le type de démarche scientifique que nous avons, et là je dis un nous très large, c'est-à-dire y compris les physiciens, les chimistes, les géologues qui travaillent dans ce type de perspective, est un type de démarche qui est contre-intuitif pour les gens qui font de la science des matériaux traditionnels. C'est-à-dire que précisément, il s'agit systématiquement de mesurer l'écart, de mesurer la variance, de mesurer surtout quelque chose qu'on n'a pas encore utilisé comme terme, mais qui est fondamental, qui est l'altération. C'est-à-dire l'altération, mais non pas en prenant le mot dans un sens de jugement négatif, c'est-à-dire dire que quelque chose s'est dégradé, mais l'altération au sens propre de devenir autre. C'est-à-dire le fait que les matériaux qui composent les objets deviennent autres à cause de réactions physico-chimiques, à cause d'altérations qui sont produites par la main de l'homme ou par des circonstances environnementales, et que finalement c'est toute cette altération qui s'inscrit dans les objets qui permet de reconstituer l'histoire de l'objet et de mieux comprendre ses conditions de production et de transmission. Donc au fond, effectivement, la question de l'invariant est là comme une sorte de toile de fond, mais précisément sur laquelle on tente de travailler dans les interstices, dans les écarts, pour s'en détacher ou pour comprendre justement qu'il y a aussi une sorte de physico-chimie historique et une géologie historique qui va, par rapport à un matériau idéal, reconstruire une part de l'histoire que nous cherchons à composer. Alors, j'ajouterais à cela que la notion d'invariance, elle est aussi, elle, multi-échelle, en fait. Parce que quand on parle des albâtres et des analyses isotopiques des albâtres, on a un matériau qui, somme toute, est assez simple. Hein, on va travailler sur 2 molécules, 3 molécules, c'est somme toute assez simple. Mais il existe dans les objets d'art des matériaux qui sont infiniment plus complexes. Quand on regarde une couche de polychromie ou une succession de couches de polychromie, on est dans quelque chose qui est d'une complexité incroyable au niveau des mélanges, des successions, des étapes. Il y a des matériaux manufacturés qui sont aussi extrêmement complexes. Je pense par exemple aux stucs qui sont faits à base de plâtre, dans lesquels on ajoute des granulats, etc. Et que là, du coup, la notion d'invariance, elle est presque faussée dès le départ, parce qu'on a quelque chose qui est un mélange dès le départ, qui va être un mélange dont la variabilité va être aussi liée à l'artisan. Et pas seulement à l'atelier de production, mais à la personne qui va travailler dans l'atelier de production. Donc on a quelque chose qui est très très large et qui est très complexe dès la création en fait. Je voulais peut-être rajouter un tout petit mot, c'est que en réalité l'étude des matériaux, on a beaucoup parlé de l'étude des matériaux anciens, mais l'œuvre avec ces matériaux anciens, il faut la conserver pour transmettre le document aux générations futures. Et l'aspect recherche sur les matériaux de la conservation est aussi un point qui occupe beaucoup nos services, c'est-à-dire qu'on travaille sur de nouveaux matériaux qui permettent de conserver les matériaux anciens avec une bonne compatibilité, avec une bonne réversibilité. Et cet aspect-là des recherches qui se font est aussi très important. Oui, si vous pouvez vous présenter. Bonjour. Une béotienne, une curiosité de béotienne. Je voulais savoir si tous les éléments d'un corpus qui a été choisi sont parlants. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ne sont pas parlants? Est-ce qu'on les met de côté ou bien est-ce que ça relance la recherche dans le groupe Moi j'aime les questions qui viennent de BOCI parce que ce sont les meilleures questions. Voilà. C'est une excellente question. Qui veut répondre? Je peux répondre, mais je crois que tout le monde pourrait répondre ici ou dans la salle d'ailleurs, parce que c'est vraiment la question. Un corpus, on le constitue bien sûr à partir d'idées un peu préconçues, d'un idéal, de questionnements qu'on s'est posés. Et puis,
au fil de la recherche, on se rend compte qu'on a eu des mauvaises questions et qu'on a des réponses bizarres surtout. Parce qu'on ne vous a pas dit là, on a parfois une réponse bizarre. Et cette réponse bizarre, elles sont extraordinaires parce que ça déclenche une autre question. C'était le cas de la Vierge Javernant du groupe d'annonciation que Lise vous a montré. Elle nous a posé énormément de problèmes, mais de ce problème a jailli une source extraordinaire de nouveaux questionnements qui nous a amené à découvrir une nouvelle carrière, à nous poser des questions sur la restauration. Voilà un exemple parmi tant d'autres où effectivement il y avait un blanc, ça marchait pas, on avait passé un peu à côté, on a fait d'autres choses et puis ensuite, paf, ça nous a donné au contraire une extraordinaire source de nouvelles découvertes. Mais je pense que étudier une collection, quelle qu'elle soit, c'est toujours revoir un corpus qu'on a considéré au départ, qu'on peut avoir effectivement mis beaucoup de temps à construire, à mettre en place, mais de toute façon, on le revoit. Et ça s'apparente bien souvent, je crois, à la réévaluation d'une collection. C'est-à-dire que certains objets qui pouvaient avoir été un peu négligés, pas très bien publiés, vont être réellement découverts à cette occasion-là, et d'autres qui étaient par exemple considérés comme des objets de référence, mais on va s'apercevoir que tout n'a pas vraiment été fait à la même période, qu'il va falloir reconsidérer la manière de le regarder et de le diffuser. Voilà, donc c'est aussi tout ça, la réévaluation d'un corpus et d'une collection à ces occasions d'études de matériaux au prisme de la collection qui a été constituée. Alors, est-ce qu'il y a éventuellement une dernière question dans la salle ? Gérard de Wallens, Université catholique de Louvain-la-Neuve. Je voulais juste me réjouir parce que cette question que vous posez et qui est le fondement de cet après-midi, pourquoi étudier et analyser les matériaux, est une question qu'on entend malheureusement encore assez souvent quand il est question d'établir des programmes d'enseignement, d'établir des programmes de restauration. Et je pense que cet après-midi a magnifiquement démontré combien étudier et analyser les matériaux, c'est la seule façon de bien les connaître, de bien pouvoir les restaurer et de pouvoir, nous, historiens de l'art, fonder nos observations sur des éléments certains, démontrables et éventuellement répétables aussi. Et ça, c'est extrêmement important et c'est pas encore toujours compris et je trouve que c'est vraiment une belle démonstration par les cas qui ont été exposés. Merci. Merci à vous. Au contraire, vous nous fournissez une clôture idéale à l'après-midi. Je crois que grâce à ce que vous venez de dire, on voit bien à quel point, effectivement, ici, un musée comme le musée du Louvre est un laboratoire au sens à la fois propre et figuré lorsqu'il mène ce type d'action de recherche. Alors, nous arrivons au terme de cette table ronde. Isabelle et moi voulions remercier beaucoup toutes les intervenantes et tous les intervenants de l'après-midi, ainsi qu'Anne-Solène Roland, Marie-Claire Le Bourdelès et puis toutes les équipes qui ont contribué à l'organisation de cette table ronde. Et puis nous laissons la parole maintenant au président-directeur du Louvre, monsieur Jean-Luc Martinez. Bonsoir à tous. On m'a demandé de dire quelques mots de conclusion. D'abord, il m'est agréable de remercier à la fois les participants à cette journée, les présidents des différentes tables rondes, les modérateurs et tous les chercheurs. Je pense que vous avez, comme moi, pris plaisir à les écouter. Je pense que ces débats étaient stimulants. C'est pas si fréquent dans ma journée de passer une journée entière à entendre des chercheurs, donc rien que pour moi déjà, c'est merci. C'est l'occasion aussi d'essayer de rendre visible un travail de fond qui échappe malgré tous nos critères d'évaluation au temps court qui est malheureusement celui auquel je dois me soumettre moi-même, c'est-à-dire celui de la définition de programmes et de leur financement. On comprend bien en effet que la majorité des programmes qui nous ont été présentés, ils supposent une familiarité avec les œuvres, une familiarité avec les techniques et une familiarité, je dirais, humaine. On sent bien en effet que naissent de ces collaborations des amitiés professionnelles qui bénéficient aux recherches. Je voudrais simplement souligner, au-delà de la richesse, comme je viens de le faire, de ces débats, un certain nombre de points, peut-être tout simplement en tant que chef d'établissement, en quoi cette recherche nous oblige.
Pour l'histoire des collections, sujets qui ont été évoqués ce matin, ça semble être une évidence pour un musée que l'histoire des collections, que l'intérêt porté à ces phénomènes de collectionnisme et aussi aux personnalités, aux collectionneurs eux-mêmes, fasse partie donc des travaux de recherche. Je voudrais souligner que ce n'est pas si évident que cela. Voilà, que cette sensibilité est finalement assez récente et que on voit qu'au Louvre, nous pouvons faire la place dans le domaine des expositions, notamment dans le domaine des publications, à ce qui est devenu une discipline en soi, l'histoire des collections. Nous pouvons le faire, et je me permets ainsi de répondre à ceux qui, à cette tribune, donc revendiquer le droit de publier, parce qu'en effet, nous avons les moyens de publier, de continuer à publier des ouvrages papier fort abondants, de catalogues fort abondants, parce que nous ne sommes pas soumis, grâce à nos visiteurs, donc c'est vous, le public, qui nous donnez cette liberté, nous ne sommes pas soumis à des phénomènes qui malheureusement sont en train de condamner progressivement les livres d'art et les publications scientifiques, que sont le nombre de tirages et donc la vente de ces ouvrages. Donc d'abord, merci aux visiteurs du Louvre, parce qu'ils nous donnent la liberté, en effet, de pouvoir publier un catalogue d'1,5 million de signes, sans se soucier de savoir s'il va être acheté ou pas acheté. Donc, même si nous espérons bien entendu qu'il le sera, non pas pour ce que ça rapporte, parce que, bien entendu, c'est toujours déficitaire, donc, mais ce n'est pas le sujet, mais tout simplement pour que les connaissances soient diffusées. Donc, je retiens de cette matinée, en effet, que le devoir d'un musée, c'est à la fois donc le classement, le musée classe, donc dans sa présentation, il classe aussi dans ses catalogues. Ce qui fait le musée, c'est ce classement et ce travail. Ce qui fait le musée aussi, c'est cette obligation dans le domaine des publications et des archives. On l'a entendu pour beaucoup de sujets ce matin. Donc c'est une des choses qui est devant nous, peut-être plus que cela a été peut-être dans le passé, même s'il y a eu des grands, enfin le 19e siècle a bien et très bien publié d'énormes fonds d'archives, donc il faudrait retrouver cette capacité à publier ces fonds d'archives. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui nous permettent de le faire peut-être d'une manière différente. Mais je vois en effet que dans tous les domaines, c'est en effet ce qui nous attend. Pourquoi ? Parce que le musée doit être le lieu de l'accessibilité aux collections. Et les collections, elles sont accessibles aussi avec donc le savoir qui les a accompagnées pendant des années ou pendant des siècles. Et je crois qu'un musée comme le musée du Louvre doit regarder avec courage, mais tout simplement en faisant son travail, les questions donc de provenance, d'origine des collections. Donc non pas en fonction de tel ou tel envie ou désir, donc plus ou moins à la mode, mais tout simplement parce que c'est le cœur de notre travail. On a vu en effet à l'écran ces formes d'arbres généalogiques, et on voit bien que on a là une méthode, des outils qui nous permettent de mieux mettre en valeur les réseaux entre collectionneurs, mais aussi de l'objet, de donner une mémoire à cet objet. Et tout simplement de répondre aux questions légitimes de nos visiteurs. L'avenir, dans le domaine des expositions comme dans le domaine de la médiation, c'est que on dise à nos visiteurs d'où viennent ces objets, qu'ils ont une histoire complexe, et l'histoire est beaucoup plus complexe que ne veulent le faire croire telle ou telle personne. On a vu cet après-midi aussi que le musée était peut-être le lieu de rencontre autour de la matérialité des œuvres d'un certain nombre de disciplines. Et là encore, si nous posons ces questions avec le conseil scientifique et avec bien entendu tous nos partenaires, ce n'est pas pour dire que nous devons nous poser ces questions pour remettre en cause, au contraire, parce qu'il est urgent d'y répondre. Pourquoi analyser les matériaux ?
D'abord, je répondrai cette fois-ci d'abord en homme de musée, d'abord pour les conserver et les restaurer. C'est ce que Isabelle a rappelé. Au-delà, vous avez vu dans certains des cas qui vous ont été présentés cet après-midi, à l'origine, il y avait un problème de restauration, parfois, donc, et avec des doutes sur notre capacité à transmettre aux générations futures tel ou tel objet. Et Isabelle a rappelé qu'au-delà de l'analyse des matériaux de création, il y a également l'analyse des matériaux de restauration qui comptent. Donc, un musée et donc les laboratoires qui travaillent dans ce domaine ont d'abord pour mission, en effet, de conserver, c'est-à-dire de transmettre aux générations futures les œuvres qui nous sont confiées, parce qu'elles ne nous sont que confiées, elles ne nous appartiennent pas. Et le premier travail, c'est bien entendu le travail sur la restauration. Ensuite, parce que le musée est porteur de valeurs, au sens financier comme au sens symbolique du terme. C'est lui, donc nous collectivement, qui donnons une valeur à ces œuvres. Ça touche la question, bien entendu, de l'authenticité des œuvres, de leur intégrité, et on a vu encore cet après-midi combien cette question, voilà, je voudrais dire de manière un peu familière, que j'en ai un peu assez des cow-boys et des Indiens, quoi. Donc il n'y a pas, les choses sont... L'histoire des collections, c'est très complexe, l'histoire des objets, c'est aussi très complexe. Il faut avoir... beaucoup d'arrogance et peu de connaissances pour affirmer le contraire. On se rend compte que les questions d'authenticité qui se posent pour le marché de l'art se posent aussi pour nous, parce que c'est toutes ces recherches qui donnent une certaine valeur aux objets. Alors nous n'avons pas à mesurer leur valeur marchande, même si en achetant sur le marché de l'art, nous sommes bien obligés de le faire. Donc, mais pour autant, je voudrais insister sur cette responsabilité qui est la nôtre et qui est celle des musées. On a parlé d'objets de référence. En effet, on voit bien que dans la constitution d'un corpus, on part de ce qui semble être sûr, c'est-à-dire ceux pour lesquels on a une traçabilité de la provenance, pour lequel la commande, par exemple, l'origine des ateliers semble certaine, pour arriver à partir de ce corpus, donc plus ou moins certain, donc d'élaborer donc un certain nombre de critères. Donc je voudrais insister sur cette importance des collections nationales, il se trouve donc celles qui nous sont confiées au Louvre, donc dans ce travail disciplinaire, collectif, qui fait que, en effet, être le musée du Louvre oblige en termes d'analyse et en termes de définition de corpus. Et on le voit aussi, notre obligation consiste à, là encore, essayer de donner de la nuance. C'est très compliqué à faire, en termes de datation, parce que les gens veulent des datations, ou en termes justement, comment voulez-vous rendre compte de la complexité d'un meuble sur un simple cartel, quand on vient d'entendre ce que M. Dassas nous a dit, enfin, dans la discipline qui est la mienne, de la même manière, hein, comment rendre compte d'une œuvre romaine restaurée au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. Voilà, on a appris, nous, la valeur de ces éléments de restauration, mais c'est difficile à faire passer. Donc vous l'avez compris, c'est plutôt un plaidoyer pour la nuance et je pense que le musée peut être ce lieu des croisements. Alors, je vous invite en effet à profiter de la recherche qui est produite ici, avec tous les partenaires qui ont été cités, à découvrir nos expositions, à aller aussi dans les salles. Vous vous rendrez compte aussi de la recherche en cours, parce que ceux qui sont vraiment familiers des salles du musée du Louvre savent en effet que d'un mois à l'autre, on voit en effet des œuvres partir et revenir et bénéficier de cette recherche. Et je voudrais simplement vous donner rendez-vous l'année prochaine, puisque nous voudrions donc avec Salvatore Settis, le président de notre conseil scientifique, réitérer cet exercice devant vous. Ça pourrait être le 4 décembre prochain, c'est la Sainte-Barbe, donc c'est la fête des sapeurs-pompiers. Dans sapeurs-pompiers, il y a sapeurs, tout simplement parce que c'est aussi la fête, on pourra le dire, de la conservation préventive. À l'année prochaine.